Les inégalités, on en parle partout. Dans les médias, en politique, à l'école, sur les réseaux sociaux. Les inégalités seraient le problème de notre époque. Et si vous allumez la télévision ou ouvrez un journal, vous entendrez toujours la même chose. Il faut lutter contre les inégalités. Il faut les réduire, les corriger. Comme si les inégalités étaient forcément mauvaises et qu'elles devaient absolument être corrigées. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une expérience intellectuelle. Oubliez tout ce que l'on vous a mis dans la tête et posez-vous une question beaucoup plus fondamentale. Les inégalités sont-elles réellement un problème? Ou bien sont-elles simplement la conséquence naturelle de quelque chose de beaucoup plus important, la liberté humaine? Et surtout, que se passe-t-il lorsqu'une société décide de faire de l'égalité son objectif principal au détriment de la liberté? Et si c'était précisément la lutte contre les inégalités qui menait, à la fin, à l'injustice? Alors reste bien jusqu'à la fin, car je te promets que tes croyances vont être bouleversées et qu'après cette vidéo, tu ne verras plus le monde de la même façon. Mais commençons par l'origine du problème, car mal nommer les choses, disait Camus, c'est ajouter du malheur au monde. Tout le monde condamne les inégalités. Les médias les dénoncent, les politiques promettent de les réduire, les militants veulent les combattre, et pourtant, une question n'est presque jamais posée. En quoi les inégalités sont-elles mauvaises? Car au fond, qu'est-ce qu'une inégalité? Une inégalité, c'est simplement une différence. Rien de plus, rien de moins. Deux personnes n'ont pas la même taille, c'est une inégalité. Elles n'ont pas la même force physique, c'est une inégalité. Pas les mêmes talents, c'est une inégalité. Pas la même intelligence, la même créativité, la même mémoire, ou la même capacité de travail, les mêmes revenus, le même patrimoine. Là encore, ce sont des inégalités. Car les inégalités sont partout. Elles sont présentes dans la nature, elles sont présentes dans le vivant, elles sont présentes dans les individus. Et elles existaient bien avant l'économie, l'argent ou le capitalisme. Mais nous avons progressivement pris l'habitude de confondre deux notions pourtant très différentes, l'inégalité et l'injustice. Or, ces deux mots ne signifient pas la même chose. Une inégalité, c'est un constat. Une injustice, c'est un jugement moral. L'inégalité décrit une situation, l'injustice affirme qu'une situation est moralement condamnable. Et la confusion entre ces deux notions est le point de départ du problème. Si quelqu'un possède un talent exceptionnel, pour la peinture, la musique, les mathématiques ou les affaires, c'est une inégalité. Mais où est l'injustice? Si un sportif s'entraîne plus que les autres et devient meilleur, c'est une inégalité. Mais il n'y a aucune injustice. Dans une grande confusion, nous avons fini par considérer que toute différence était suspecte. Comme si l'égalité était naturellement juste et l'inégalité naturellement injuste. Mais l'égalité et la justice ne sont pas synonymes. Nous allons voir qu'elles sont même plutôt antinomiques. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te montrer que ceux qui dénoncent le plus les inégalités sont souvent ceux qui bénéficient le plus de privilèges, et donc d'une situation injuste. En vérité, ce qui se cache aujourd'hui derrière les jolies formules telles que lutte contre les inégalités, redistribution ou justice sociale, est ce qui était autrefois considéré comme l'un des vices les plus anciens de l'humanité, l'un des 7 péchés capitaux identifiés par saint Thomas d'Aquin, l'envie. L'envie, nous dit-il, est un sentiment qui diminue l'être de celui qui le ressent en le réduisant à quelque chose de l'autre qu'il veut pour lui. L'envie, c'est la tristesse ressentie par la possession par autrui d'un bien ou d'une qualité que l'envieux voudrait posséder à sa place, et la volonté de se l'approprier à tout prix et par tous les moyens, mais sans faire les efforts nécessaires pour y parvenir par lui-même. Et c'est là tout le problème. L'envieux veut ce que tu as, mais sans passer par la case travail, effort, courage, prise de risque. C'est pourquoi on définit très justement un socialiste comme celui qui veut taxer ta réussite pour financer son échec. Et cette confusion de mots entre inégalité et injustice continuera d'être la source de beaucoup de maux de nos sociétés. Car je vais te montrer dans un instant que les inégalités sont bénéfiques et même indispensables au progrès humain. Mais avant cela, il faut absolument que tu comprennes que les inégalités ne sont pas une anomalie de la condition humaine, mais son état naturel. Car avant même de parler d'économie, d'argent ou de capitalisme, il faut se poser une question simple. À partir de quand les êtres humains ont-ils été égaux? Vraiment, à quel moment de l'histoire cela s'est-il produit? En réalité, jamais. Parce que si on regarde le monde sans lunettes idéologiques, on constate que nous sommes tous différents. Et nous le sommes dès notre naissance. Certains possèdent une mémoire exceptionnelle, d'autres une créativité remarquable, certains sont excellents dans les sciences, d'autres dans les relations humaines, certains ont un tempérament prudent, d'autres recherchent constamment le risque, certains sont disciplinés presque naturellement, d'autres doivent lutter toute leur vie pour le devenir, et ce n'est pas tout. Nous n'avons pas les mêmes goûts, pas les mêmes passions, nous n'avons pas les mêmes ambitions, nous n'avons pas les mêmes rêves. Deux individus placés exactement dans la même situation feront rarement les mêmes choix, parce que l'être humain dispose de quelque chose d'unique, le libre arbitre. Et c'est précisément ce qui le rend unique. Pourtant, lorsque l'on parle d'inégalité, on a l'impression que les hommes seraient naturellement égaux et que la société viendrait créer des écarts entre eux. Mais cette idée résiste mal à l'observation, car les différences ne commencent pas avec la société, elles commencent avec la vie elle-même. Déjà dans l'Antiquité, Aristote observait que les êtres humains diffèrent naturellement par leurs aptitudes et leurs capacités et que la cité doit tenir compte de cette diversité. Car la justice ne consiste pas à rendre tout le monde identique, mais à tenir compte des différences réelles entre les individus. Au XXe siècle, Friedrich Hayek poussera la réflexion encore plus loin. Puisque les individus sont naturellement différents, alors les traiter de manière égale produira inévitablement, et malgré tout, des résultats différents. Autrement dit, chaque être humain possède une connaissance unique du monde. Chaque homme est unique, de sorte qu'à la naissance, quelque chose d'uniquement neuf arrive au monde, écrivait Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne. Et c'est justement cette diversité qui permet à une société de progresser. Car si tout le monde pensait la même chose, savait les mêmes choses, possédait les mêmes talents et poursuivait les mêmes objectifs, alors il n'y aurait ni innovation, ni découverte, ni progrès. Autrement dit, ce que nous appelons inégalité est souvent simplement la conséquence de notre diversité. Et cette idée est fondamentale
fondamentale pour comprendre tout le reste. Parce que si les êtres humains sont naturellement différents, alors il est impossible qu'ils produisent tous exactement les mêmes résultats, les mêmes trajectoires de vie, les mêmes réussites, les mêmes revenus, les mêmes patrimoines. L'inégalité, c'est l'état naturel de l'humanité. Une inégalité, ce n'est pas une anomalie, encore moins une injustice, mais la conséquence de notre diversité et le juste résultat de notre liberté. Imaginons un instant quelque chose d'impossible. Une société où chacun serait parfaitement égal à l'autre. Même capacité physique, même niveau d'éducation, même environnement, même revenu, même patrimoine, même opportunité. Combien de temps pensez-vous qu'elle durerait? Un an? Quelques mois? Quelques semaines? La réponse est simple, très peu de temps. Parce qu'à partir du moment où les individus sont libres, ils font nécessairement des choix différents. Et ces choix vont progressivement recréer des écarts. L'un décidera d'épargner, l'autre préférera consommer, l'un prendra le risque de créer une entreprise, l'autre choisira la sécurité d'un emploi stable, l'un travaillera soir et week-end pour développer un projet, l'autre consacrera son temps libre à ses loisirs ou à scroller sur les réseaux sociaux, l'un investira, l'autre attendra, l'un prendra des risques, l'autre les évitera. Parce que la liberté implique précisément la possibilité de faire des choix différents. Or, des choix différents produisent nécessairement des résultats différents, donc inégaux, mais justes. C'est ici que l'on touche à une idée fondamentale. Les inégalités apparaissent lorsque la liberté fonctionne, parce que la liberté signifie que chacun peut poursuivre ses propres objectifs. Et puisque nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs, nous n'obtenons pas les mêmes résultats. C'est parce que les individus sont libres et différents que les inégalités et les différences apparaissent. Et c'est essentiel de l'avoir en tête à une époque où l'on considère, par exemple, que les écarts de revenus et de patrimoine sont des injustices, alors que ces écarts peuvent avoir de multiples origines. Ils sont souvent le résultat de talent, d'efforts, de travail, d'épargne, d'investissement, de prise de risque, de persévérance, ou parfois simplement de choix de vie différents. Pour le comprendre, imagine que tout le monde reçoive, du jour au lendemain, 1 million d'euros, tombés du ciel, comme la manne a été donnée aux Hébreux durant leurs 40 ans de pérégrination dans le désert. Combien de temps faudra-t-il pour que des écarts se creusent et des inégalités apparaissent? Eh bien très peu de temps. Ce que confirment les études économiques réalisées auprès des gagnants du loto. Tous ont bénéficié d'une richesse par le jeu de la chance, sans effort particulier et sans risque préalable. Et pourtant, leurs trajectoires ont fortement divergé. Certains ont investi leurs gains, d'autres ont créé une entreprise, avec parfois du succès et parfois des échecs, mais ils se sont servis de cet argent comme d'un levier pour développer d'autres projets. D'autres, au contraire, ont préféré tout consommer, et ils sont retournés à leur situation antérieure après quelques années, une fois leur capital consumé. À partir d'une même opportunité, les résultats ont été différents, car la liberté produit naturellement de la diversité, et la diversité produit naturellement des différences, donc des inégalités, mais pas des injustices. Les inégalités sont donc naturelles, mais elles sont aussi nécessaires au progrès humain. Pourquoi quelqu'un prendrait-il des risques s'il ne pouvait jamais en retirer un avantage par rapport aux autres? Pourquoi entreprendre si le résultat est identique à celui du reste du monde? Pourquoi inventer si l'innovation ne change rien à votre situation? Pourquoi s'entraîner et se dépasser si de toute façon nous serons tous sur le podium à la fin de l'épreuve? Et c'est là que se trouve un point essentiel. Dans une société libre, les inégalités ne tombent pas du ciel. Elles sont le fruit de nos actions. En un mot, de ce que nous entreprenons. Car entreprendre, c'est accepter l'incertitude. C'est investir du temps, de l'argent, de l'énergie, sans aucune garantie de succès. Et si le succès arrive, il est nécessaire et juste qu'il soit réparti de manière inégale. Certains auront fait les bons choix, les bons investissements, d'autres non. Certains n'auront même rien fait du tout. Alors comment pourraient-ils prétendre à une part du résultat? Comment réclamer un morceau du pain sans avoir contribué à semer le blé? Souviens-toi de ce que je te disais un petit peu plus tôt. Ce qu'ils appellent redistribution, justice sociale et égalité cachent en réalité une seule chose, l'envie d'obtenir ce que les autres ont sans faire les efforts pour y parvenir. Car l'envieux ne cherche pas à s'élever lui-même, mais avant tout à faire descendre celui qui le dépasse. Taxer ta réussite pour financer son échec. Le socialiste cherche moins à enrichir les plus pauvres qu'à appauvrir les plus riches. Pourtant, l'envie est un sentiment qui peut être utilisé judicieusement, non pas pour jalouser la réussite ou les possessions d'autrui, mais au contraire pour créer une émulation, une inspiration qui nous pousse à atteindre nos propres objectifs. Car une inégalité, c'est à la fois une incitation et une récompense pour ceux qui innovent, prennent des risques ou créent de la valeur. Sans incitation ni récompense, donc sans inégalité, le système se figerait. D'où la place centrale qu'occupe l'entrepreneur dans le développement économique, comme l'explique Joseph Schumpeter dans sa théorie de la destruction créatrice. Il a en effet démontré que le progrès économique ne vient pas de la stabilité, mais du bouleversement permanent des structures existantes. Car le capitalisme est un processus dynamique, où le changement produit des déséquilibres, et ces déséquilibres produisent du progrès. Et ce progrès bénéficie au plus grand nombre. Chaque innovation détruit quelque chose, mais crée quelque chose de beaucoup plus efficace à la place. Le chemin de fer, l'automobile, Internet, et maintenant l'intelligence artificielle, toutes ces innovations ont transformé des industries entières. À court terme, ce processus a créé des gagnants et des perdants, donc des inégalités. Mais à long terme, elles ont créé de la valeur pour le plus grand nombre. Car ce que nous a démontré Schumpeter, c'est que l'entrepreneur n'est pas un gestionnaire qui vit sur ses acquis, c'est un innovateur. C'est lui qui bouleverse l'ordre économique existant. Et c'est parce que les cartes sont rebattues à intervalles réguliers que les humains sont incités à entreprendre, à innover, à se dépasser. Les inégalités ne sont donc pas accidentelles, mais la condition et le résultat même du progrès humain. Un monde où chacun serait récompensé de la même manière serait un monde où personne n'aurait intérêt à prendre des risques. Et sans risque, il n'y a ni innovation, ni croissance, ni progrès. Sans inégalité, tout le monde serait pauvre et désœuvré. Donc la prochaine fois que tu entends qu'il faut lutter contre les inégalités, taxer les riches et les super profits, notion qui n'a d'ailleurs aucun sens, réponds-leur que le profit n'est pas une injustice
injustice ou un privilège, c'est la récompense de celui qui apporte de la valeur à la société. Ce qui relève de l'injustice et du privilège, en revanche, c'est de vivre de l'argent public, donc de l'argent volé à ceux qui travaillent vraiment. Et retiens surtout que si le capitalisme implique une répartition inégale mais juste de la richesse, le socialisme, lui, mène toujours au partage égal de la misère. C'est pourquoi ce sont bien les sociétés fondées sur la liberté et non sur l'égalité qui ont permis de faire reculer les inégalités dans le monde. Les études montrent que la pauvreté régresse dans le monde en même temps que la liberté y progresse, et réciproquement. C'est notamment ce qu'a mis en relief l'économiste Xavier Sala et Martin en recueillant de nombreuses données pour évaluer la distribution des revenus des individus et son évolution. Il utilise le coefficient de Gini pour comparer le niveau et la dispersion des revenus dans 191 pays sur les 35 années précédant la crise 2007-2008. Et selon cet indicateur, il constate que les inégalités mondiales en termes de revenus ont diminué entre 1970 et 2006. L'extrême pauvreté, celle de ceux qui gagnent moins de $1 par jour, a même baissé de 80% sur la même période. Dès lors, si la liberté crée bien de l'inégalité, qui n'est pas de l'injustice, au profit de quelques-uns, elle crée aussi à long terme plus de bien-être au profit du plus grand nombre. Car c'est bien le capitalisme qui a permis au 19e siècle le passage d'une économie au service d'une élite à la production de masse, et qui va faire exploser le niveau de vie mondial. À ce sujet, je te renvoie à une précédente vidéo où je reviens en détail sur comment le capitalisme a émergé, et surtout comment celui-ci a produit la plus grande amélioration de niveau de vie de toute l'histoire humaine. Le capitalisme vise à atteindre l'égalité par le haut, là où l'égalitarisme et le socialisme sont des facteurs de stagnation et de misère. Les inégalités, au fond, ne sont que la trace visible d'un monde qui avance. Alors que se passe-t-il lorsque l'on cherche à les supprimer ? Jusqu'ici, nous avons vu trois choses simples. Les êtres humains sont inégaux par nature, ces inégalités ne sont pas des injustices, mais le produit de la liberté et le moteur du progrès humain. Mais que se passe-t-il lorsque l'on décide de lutter contre ces inégalités au nom d'une prétendue justice sociale ? Parce qu'à première vue, l'objectif semble noble, réduire les écarts, rééquilibrer la société, mais dans les faits, ce projet implique quelque chose de terrible. Pour réduire les inégalités de résultats, il ne suffit pas d'agir sur les conséquences, il faut agir sur les causes. Or, comme nous l'avons vu, les causes des inégalités peuvent être multiples, puisqu'elles sont le résultat de nos choix individuels. Réduire les inégalités n'implique donc pas seulement de corriger le résultat, mais le processus lui-même. En clair, réduire les inégalités implique nécessairement de supprimer les libertés individuelles. Car pour égaliser les résultats, il faut contrôler les choix individuels, décourager ou punir certains choix, en encourager d'autres, confisquer les résultats, donc taxer ce qui fonctionne, ou au contraire, subventionner ce qui échoue. L'économiste Friedrich Hayek nous alertait déjà à propos de ce mécanisme dans La route de la servitude. Un livre dont je t'ai déjà parlé sur la chaîne, je t'invite à aller voir cette vidéo car il fait partie des livres économiques que tu dois absolument connaître. Car plus l'État tente d'harmoniser les situations, plus il doit limiter les choix individuels. Et cette mécanique ne peut avoir qu'une seule fin, un totalitarisme dans lequel l'État décide de tout, arbitrairement, mais au nom du bien. C'est à ce sujet qu'Alexis de Tocqueville parlait d'un pouvoir bienveillant qui encadre progressivement la société au nom de l'égalité. Et c'est un peu la forme de pouvoir actuel en France qu'il décrivait, doux mais omniprésent, qui finit par traiter les individus comme des êtres à guider plutôt que comme des citoyens libres. Dites-moi ce que vous pensez de cette affirmation en commentaire, parce que je suis curieux d'avoir votre avis. Et à son époque déjà, Tocqueville regrettait que les Français soient si prêts à sacrifier leur liberté au nom de leur passion pour l'égalité. Les hommes préfèrent l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté, disait-il. Car l'histoire regorge d'injustices commises au nom de l'égalité. Et c'est aussi ce que soulignait Milton Friedman. Lorsqu'une société place l'égalité au-dessus de la liberté, elle finit nécessairement par sacrifier la liberté elle-même. Alors qu'une société qui met la liberté avant l'égalité obtiendra les deux. Or, une société libre n'est pas une société où tout le monde obtient le même résultat, mais où chacun dispose des mêmes droits pour poursuivre sa propre voie. Les inégalités ne sont pas l'opposé de la justice, mais la conséquence de la liberté. Et lorsque l'on cherche à les supprimer à tout prix, ce n'est pas l'égalité que l'on détruit, c'est la liberté elle-même. Et souvent, la lutte contre les inégalités mène aussi à l'injustice. Nous avons vu que les inégalités n'étaient pas des injustices. Mais avant de conclure, je me devais d'aller un petit peu plus loin, car je me suis aperçu que c'était souvent la lutte contre les inégalités qui était source d'injustice. Regardons les faits. Chaque fois qu'un responsable politique promet de réduire les inégalités, que fait-il concrètement ? Produit-il davantage de richesses ? Crée-t-il davantage de valeur ? Travaille-t-il tout court d'ailleurs ? Non. Il prend un certain pour donner à d'autres. Et pour prendre, il faut du pouvoir. Toujours plus de pouvoir. Ainsi, la lutte contre les inégalités finit souvent par créer une nouvelle caste de privilégiés, ceux qui décident. Frédéric Bastiat avait déjà compris le problème au 19e siècle. Dès lors que l'État peut légalement prendre à certains pour donner à d'autres, chacun est incité à réclamer des privilèges financés par les autres. L'État, disait-il, c'est la grande fiction à travers laquelle chacun s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Un siècle plus tard, l'économiste James Buchanan poussera plus loin ce raisonnement en insistant sur le fait que les hommes politiques ne sont pas désintéressés. Comme tout le monde, ils répondent à des incitations. Et si un homme politique, par les lois qu'il adopte, prend 100 € à une personne pour donner 50 € à deux autres personnes, il perd peut-être une voix, mais il en gagne deux. D'un point de vue électoral, il aura donc intérêt à se réclamer de la lutte contre les inégalités pour acquérir du pouvoir, imposer de nouvelles taxes et impôts, prendre l'argent de l'un et les redistribuer à d'autres. Même si l'opération détruit de la richesse au passage,
et constitue en soi une injustice. Car ceux qui votent les impôts et en bénéficient ne les subissent pas comme les autres. Ceux qui réglementent ne supportent pas les contraintes qu'ils imposent. Ceux qui redistribuent vivent précisément de cette redistribution. Et là, vous comprenez pourquoi beaucoup d'économistes qui vivent de nos impôts défendent des politiques socialistes favorables à plus d'impôts et de redistribution en enrobant le tout de la lutte contre les inégalités. Et de manière plus générale, l'histoire est remplie de justiciers sociaux, ou prétendus tels, qui promettaient l'égalité pour finir entourés de privilèges. Regarde simplement autour de toi. Combien de professions protégées bénéficient d'avantages financés par l'ensemble des contribuables? Combien de statuts particuliers, de régimes dérogatoires, de protections réglementaires ou d'avantages acquis sont défendus au nom de la justice sociale? À chaque fois, le discours est le même. L'égalité, la redistribution, la justice sociale. Mais dans les faits, ils bénéficient de règles que d'autres financent. Certains disposent de garanties que d'autres n'ont pas, certains sont protégés de risques que d'autres n'assument pas, certains sont protégés de risques que d'autres assument quotidiennement. Au nom de la lutte contre les inégalités, beaucoup subissent ainsi des injustices. Car à partir du moment où l'État prélève le fruit du travail d'un individu pour le transférer à un autre, il ne corrige pas une injustice, il substitue sa propre conception de la justice au choix libre des individus. Et ce faisant, il crée une injustice puisque cette redistribution repose sur la contrainte et la spoliation. En réalité, l'égalité proclamée par beaucoup sert surtout à créer de nouvelles inégalités, et des inégalités de droit cette fois, qui sont bien plus graves que les simples différences de revenus ou de situation. Car dans une société libre, être plus riche que son voisin ne donne aucun droit sur lui. Mais dans une société obsédée par la redistribution, certains obtiennent progressivement de la loi un pouvoir de décider pour les autres. La lutte contre les inégalités crée ainsi un marché politique où certains groupes vivent aux dépens d'autres groupes, avec l'appui d'élus qui y trouvent un intérêt électoral. C'est ce que nous dit Murray Rothbard. La redistribution implique l'impôt. Mais l'impôt ne diffère pas fondamentalement d'un vol. C'est même son étymologie. Un impôt est quelque chose qui est imposé, du latin impositum, qui signifie faire peser sur. La seule différence entre l'impôt et le vol réside dans le fait qu'il est légalisé. Que l'on partage ou non cette conclusion, une question demeure. À partir de quel moment la volonté de réduire les écarts devient-elle le droit de disposer du travail d'autrui? Car après tout, qu'y a-t-il de plus injuste? Qu'un individu gagne davantage parce qu'il a pris davantage de risques, travailler plus ou créer davantage de valeur, ou qu'un autre puisse revendiquer une partie de ce qu'il a produit simplement parce qu'il le possède. Et l'histoire a montré que chaque fois que des gouvernements ont voulu rendre les hommes égaux par la contrainte, ils ont fini par les rendre moins libres, plus dépendants et plus pauvres. La véritable justice n'est pas de faire en sorte que chacun possède la même chose, mais de laisser chacun récolter les conséquences de ses propres choix. Au fond, tout ce que nous avons exploré dans cette vidéo peut se résumer en une tension entre l'égalité et la liberté. Car on ne peut atteindre ces deux objectifs à leur maximum en même temps. Parce que la liberté, par nature, produit des différences. Et les différences produisent des inégalités. Mais ces inégalités ne sont pas des injustices. Le véritable enjeu d'une société libre n'est pas de faire disparaître les inégalités, mais d'assurer la liberté de chacun, et donc la prospérité de tous. Si j'étais provocateur, je dirais même qu'il faut tout faire pour que des inégalités existent. Mais à condition que la liberté demeure, et avec elle la méritocratie et la possibilité que les situations évoluent. Que les cartes puissent être rebattues, que les réussites soient possibles pour tous, autant que les échecs, bref que l'ascenseur social refonctionne. Parce qu'au fond, ce débat n'est pas seulement économique, il est philosophique, politique, il est humain. N'oublie pas de t'abonner pour continuer de développer ta culture économique et financière et comprendre le monde autrement, active la cloche pour rester au courant des prochaines sorties, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux personnels, et à tous, je vous dis à la semaine prochaine.